Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, le troisième numéro de cette saison sur TV78. L'émission est encore et toujours consacrée à l'actualité sportive locale et nos chroniqueurs sont avec nous pour décortiquer et analyser cette actualité. Vu les conditions sanitaires, certains sont en plateau et d'autres via écran interposé à présentation. On commence à ma droite, c'est notre spécialiste cyclisme, mais il s'y connaît également énormément dans tous les sports. Il a notamment fait du roller à haut niveau et il vient de commencer le volleyball. Le capitaine Yann Dujarier est avec nous dans cette émission. Bonjour Mickaël. Bonjour Yann. Nouvelle passion du coup pour le volleyball. Oui, passion. C'est vrai que c'est parti tout simplement parce que c'est vrai que après le titre de champion du monde, un peu de difficulté et le confinement a été préjudiciable pour moi. Et là depuis septembre, j'ai commencé le volley et en effet j'ai une grosse envie de progresser. Bon, voilà. On ne parlera pas de volleyball par contre aujourd'hui, désolé. Mais on en fera des parallèles. On y fera peut-être un jour. On passe de l'autre côté, musique. Lui aussi est avec nous en plateau. C'est sa troisième apparition en cette émission. Il est journaliste chez TV78. Il est passionné de football italien. C'est une encyclopédie vivante sur le sport et le sport yvelinois. Il a sa rubrique dans cette émission à chaque enregistrement. L'Italian lover Grégory Canale est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, content de retrouver la team encore une fois pour une troisième émission, d'autant que l'actualité n'est pas forcément bonne en ce moment. Donc le SOP Sport, c'est un peu ma petite bulle d'oxygène du moment. Parfait, alors on va respirer tous ensemble dans cette actualité morose. Nous serons donc 3 en plateau, les autres sont avec nous via écran interposé, je le disais précédemment. Musique, ce grand fan des Verts de Saint-Étienne est également un redoutable chroniqueur sport. Il adore le handball et le basket également. Il va se donner à fond comme d'habitude. Stéphane Debizet et son nounours sont avec nous dans cette émission. Stéphane Debizet, comment allez-vous ? Ça va très bien, j'ai changé de club. Maintenant je supporte le Milan AC, j'en ai marre des Verts. D'accord, bon, on est obligé de changer votre musique de présentation alors. Oui, non, mais j'en ai marre, moi, j'en ai marre de les supporter, c'est des losers. On va pas être amis si les supporters du Milan AC. Le message est passé en tout cas. Mais juste pour embêter Grégory. Fan de la Juventus Turin, Grégory, on le précise. Alors lui aussi est connecté via écran interposé musique, il est désormais une légende de cette émission. C'est simple, s'il ne peut pas venir, on annule tout de suite l'émission. Vous allez passer un bon moment avec lui, j'en suis persuadé. Le gladiateur Pierre Chevalier est avec nous. Pierre, comment allez-vous ? Salut Mika, salut Greg, salut Yann, salut à tous, salut Jean. Il nous vient du rugby club de Versailles, je le précise. Exactement, forme et bonheur à tous. Donc on annule si vous n'êtes pas là à la prochaine émission. J'ai appris ça, c'est trop d'honneur, c'est vraiment agréable à noter. Écoutez, j'essaierai de faire un effort pour être toujours là à ce moment-là. Je ne voudrais pas priver les fans. Alors on garde le meilleur pour la fin, musique, il est l'un des chouchous du public yvelinois, il reçoit énormément de lettres de fans, il a même reçu des demandes de mariage sur les réseaux sociaux. La légende, le mythe, Jean Miss, ancien coach de plaisir est avec nous. Coach, comment allez-vous ? Bonjour à tous. Et moi ça va très bien, toujours. Je suis supporter de la Saint-Étienne, football. Donc, impeccable. J'ai repris la place de Stéphane. Voilà, ils sont contents, ils sont beaucoup plus contents. Tu es bienvenu, Jean. Et les demandes en mariage sur les réseaux sociaux, c'est une légende ou pas ? Ouais, mais bon, il faudrait que je vous montre les photos d'abord. Pas jaune, Alors avant de passer au programme de l'émission, on prend maintenant la direction de Conflans. L'équipe locale qui évolue en R1 vient d'éliminer au tir au but Aulnaysienne, une équipe de la même division. Pourtant, rien n'a été simple dans ce 5e tour de Coupe de France. Malmenés, les Yvelinois sont menés 2-1 pendant une grosse partie du match par les joueurs de Seine-Saint-Denis. Mais ils reviennent dans le match grâce à un pénalty généreux avant de l'emporter 3-1 au tir au but. Avec cette victoire, Conflans est le dernier représentant des Yvelines encore en course dans cette Coupe de France 2020-2021. Et forcément, l'équipe veut aller le plus loin possible. Au Stade de France ? Ce serait bien. Non, je plaisante. Le plus loin possible, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, on continue, on fait nos petits bonhommes de chemin, on travaille, on est content d'être ensemble. Pierre Chevalier, je vous ai vu faire une petite grimace. Le Stade de France, c'est pas possible.
Ça me paraît ambitieux. On s'était déjà un petit peu engagé dans cette émission et un certain Italian Lover s'était déjà pas mal positionné sur le trajet de nos clubs yvelinois. Là, quand on regarde un petit peu en arrière, ça fait quand même pas mal de monde sur le carreau. Et on va leur souhaiter le meilleur. Maintenant, on va être tous derrière eux. Mais le Stade de France, je pense que d'autres équipes amateurs et petits poussés s'y sont cassés les dents. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise dans cette année si particulière. Alors, je le précise, Grégory Canellet avait pour ambition d'avoir peut-être un club yvelinois le plus loin possible dans cette compétition. C'était ma première envolée. Disons que je voulais voir un petit poussé yvelinois aller loin dans cette Coupe de France à l'époque où j'avais fait cette chronique. Je crois qu'il y en avait encore 8. C'était la première chronique de l'année. C'était la première. Il y en avait encore 8 en liste des clubs yvelinois et il n'en reste plus qu'un. Donc je vais m'abstenir de faire des pronostics sur les prochains tours, sur la prochaine rencontre. Mais en tout cas, non. Moi, ce que je voulais dire, c'est que... Ils affronteront d'ailleurs Vitry le 1er novembre. Vitry-sur-Seine qui évolue au même niveau. En R1. Moi, ce que je voulais dire, c'est oui, à Conflans, on sait que voilà, l'actualité du week-end n'a pas été bonne, donc de terminer sur ce petit sourire ce week-end à Conflans-Sainte-Honorine, les joueurs qui ont d'ailleurs fait une minute d'hommage à Samuel Paty, l'enseignant qui a été assassiné, je trouvais que ça se terminait bien pour le week-end, c'était le petit sourire pour terminer le week-end. Yann Dujarrier, qu'est-ce que vous en pensez de cette victoire au tir au but de Conflans ? On s'en fout. On s'en fout de la manière dont on a gagné. Ce qui compte, c'est de gagner, c'est tout. Peu importe le résultat, peu importe la manière, seul le résultat compte. Admettons qu'ils passent 2-3 tours de plus, ce que je leur souhaite. La victoire. Oui, ce sera historique pour eux et ce serait très très bien. Mais la victoire au penalty face à Aulnay on n'en aura plus aucun souvenir, donc l'important c'est de passer chaque tour, et même parfois si c'est sur une erreur d'arbitrage ou si c'est sur un coup du sort parce qu'un athlète, parce que l'adversaire a crevé ou quoi ou qu'est-ce. Moi, j'ai pas de problème avec ça, et la victoire, alors elle en est moins belle bien sûr, mais elle en est toujours honorable. Jean, ce qui est intéressant également, c'est que cette équipe de Conflans a éliminé l'équipe qui les avait éliminés l'année précédente au 3e tour, Aulnaysienne. Une belle revanche. Oui, c'est une belle revanche. Oui, tout à fait. Bon, après, il paraît que la photo de Greg est placardée dans tous les clubs des Yvelines. Sa tête est mise à prix, mais bon, sinon, tout va bien. Non, mais c'est vrai qu'ils ont encore une chance de passer parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le monde entre guillemets de gros morceaux. Donc pourquoi pas, on peut se permettre encore de rêver, quoi. Sur au moins un tour de plus. Après on verra. Mais là c'est vrai que pour l'instant tout est possible. Sportivement il y a aucun problème. Stéphane Debizet, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que, comme disait Yann, on s'en fout de la façon dont ils sont passés. Après c'était le premier contre le 4e, donc le passage est logique. Mais le tour suivant, ils vont affronter Vitry, qui est leader aussi de son championnat et qui a une grosse puissance au niveau défensif. Le véritable test, je pense, ce sera le tour suivant. Donc vous êtes plutôt confiant sur cette rencontre, quand même ? Non, je pense qu'ils passeront pas le tour suivant, sans vouloir porter la poisse. Grégory, quel est votre pronostic du coup ? Non, je m'abstiendrai encore une fois de pronostic, mais ce qui peut être intéressant à souligner, c'est que s'ils franchissent ce 6e tour, au 7e tour, il y a potentiellement une équipe à jouer dans les dom-toms, donc ça peut être aussi une belle histoire de partir avec ce groupe, de vivre une aventure dans les dom-toms. En tout cas, à partir de ce 7e tour, il y a cette possibilité-là qui est offerte à quelques clubs qui sont à ce 7e tour. Ou de recevoir également une équipe des dom-toms, c'est possible également. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons pas... Oui, Stéphane Debizet ? Je crois que normalement, les clubs de Ligue 2 devaient arriver au 7e tour, mais que ça a été repoussé d'un tour. Je ne sais pas ce que Michael, s'il a des infos là-dessus. Alors, je n'ai pas d'infos là-dessus, mais je crois qu'effectivement, c'est le cas. C'est ça, effectivement, les clubs de Ligue 2, Ligue 1, on a repoussé leur entrée en lice en Coupe de France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 6e tour, ce sont les clubs de National. Là, il y avait déjà des clubs de National 2 qui étaient en lice. À partir du 6e tour, il y a aussi des clubs de National, donc la 3e division française au niveau du football, qui rentreront en lice dans cette Coupe de France. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de golf. Un stade de golf a été inauguré au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines le 14 octobre dernier. Il servira notamment aux futures pépites. Coup de projecteur également sur les finances dans le monde du sport. Ça sera votre envolée, Grégory. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler du couvre-feu dans les Yvelines.
Le monde du sport yvelinois est bousculé par le couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron. Certains matchs de basketball ou de handball programmés en soirée sont d'ores et déjà annulés dans le département pendant plusieurs semaines. Au club de football de Poissy, il ne devrait pas y avoir de conséquences sur les matchs à domicile de l'équipe senior. Les rencontres de National 2 sont programmées généralement en fin de journée, mais ce sont les rencontres à l'extérieur en Bretagne qui interrogent les dirigeants. Le match se déroule à 18h. Donc à 20h45, puisqu'il faut 1 heure de battement, nous partons avec nos équipes. Devrons-nous rester effectivement sur la Bretagne et les frais nécessaires et supplémentaires dont ça sera difficile à supporter compte tenu de notre budget. Rester sur place 20 personnes sur un hôtel, effectivement, c'est pas envisageable pour nous. Néanmoins, si nous rentrons, j'espère vraiment que nous aurons des dérogations. Yann, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah oui, c'est ce que je pense. Enfin, moi, c'est ce que je pense aussi. Vous partez d'un endroit où il y a un confinement. Moi, je suis parti ce week-end à Reims. Je me dis, j'ai souvent l'habitude de rentrer tard quand je rentre de week-end, de rentrer vers minuit, 1h du matin. Et je me dis, tiens, je pars de Reims, il est 20h, je dois aller je vis en Normandie, donc je dois traverser l'Île-de-France. Comment est-ce que je fais au volant de ma voiture? Donc je ne peux contaminer personne, mais comment est-ce que je fais en traversant l'Île-de-France aux heures où, en effet, on est en plein Heure de couvre-feu. En plein couvre-feu, voilà. Donc c'est vrai que là, c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Et donc, bah voilà, c'est vrai que quelqu'un qui a un déplacement à faire, qui part de Bretagne à 21h et qui va rentrer chez lui oui, bien sûr. En plus, bon, pour une activité sportive, et vous savez comment je peux défendre quelque activité sportive qu'elle soit, et que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau amateur. Moi, là, j'ai énormément mal à comprendre que l'on nous interdise d'aller faire du sport. Au début, enfin depuis qu'on a rencontré cette maladie, on entend que si on est sportif, on se défend mieux face à cette maladie, qu'il y a très peu de cas contacts dans les salles de sport ou quoi aux caisses. Et bien là, confinement, et on ferme tout. Et on nous interdit même en deux... Pas tous les matchs. Non, je parle même pas de match, là je parle d'entraînement. Entraînement amateur, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire de sport en groupe. Donc là, aujourd'hui, c'est reprise de la course à pied et reprise du vélo pour tout le monde. Au rugby, par exemple, on peut quand même continuer à jouer, hein, Pierre Chevalier. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué sur votre antenne un peu plus tôt dans la semaine. On a des aménagements à respecter et qui conditionnent clairement la pratique du rugby pour le sport qui nous intéresse, à la fois sur les entraînements et sur les matchs, puisque jusqu'à maintenant et jusqu'à nouvel ordre, les entraînements sont permis. Ils ont simplement dû être avancés compte tenu du couvre-feu, donc à 19h pour la plupart, 18h30 pour ceux qui peuvent, notamment pour les jeunes. Et on a encore le droit, pour l'instant, je touche du bois, on a encore le droit de prendre des douches et donc d'utiliser les vestiaires. Je crois que d'une manière générale, ce qui est difficile à lire, c'est la cohérence de toutes ces mesures et de toutes ces consignes. On est, je trouve, dans le sport amateur et en France d'une manière générale assez discipliné, c'est-à-dire que de toute façon, on applique les mesures barrières. Il est parfois difficile de lire la cohérence de ces mesures parce que vous prenez le match de rugby par exemple, on passe 80 minutes les uns sur les autres en contact. Là vraiment, je reprends ce mot exprès, à venir au contact et à se plaquer et à gagner, à jouer, à avancer un match de rugby. Et on n'aurait pas le droit derrière de prendre une douche à 15 avec distanciation sociale. Bon, ça c'est un petit peu difficile à lire, mais en attendant, on s'y fait et on fait avec les mesures qu'on nous impose. On va écouter justement Bamba Sey qui joue à l'Entente Le Chesnay-Versailles au basket. Par contre, ils ne peuvent plus s'entraîner actuellement. On l'écoute. On ne peut plus s'entraîner, donc le coach est en train de voir des solutions, faire des courses, aller s'entraîner à l'extérieur, faire beaucoup de courses. Et donc après, c'est pas ça qui va nous remettre dedans. Donc, mais bon, on espère d'ici là, il y aura des changements. Jean, vous voulez intervenir peut-être ? Oui, je voulais rajouter là parce que à ce que disait Pierre, c'est même encore pire que ça parce que d'une municipalité à l'autre, les décisions ne sont pas les mêmes. Donc pour reprendre encore le championnat rugby, vous allez faire un match à l'extérieur où tout se passe normalement. On a des vestiaires, on prend des douches. Bon, il n'y a pas de réception, ça aussi. Bon, comme disait Pierre, on fait un match de rugby pendant 80 minutes.
à se rentrer dedans et après on peut pas boire un coup à côté. Bon, Avec ça, modération, bien sûr. Voilà. Comment? Avec modération, bien sûr. Non, mais du Perrier, du Banga, et du Pchit. Non, mais par contre, donc un week-end comme ça, et par exemple, nous, à Gif-sur-Yvette, ben, on autorise les matchs de rugby, mais il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas de douche. Donc imaginez un petit peu, avec la période actuelle dans laquelle on est, faire un match de rugby, des gens qui se déplacent en bus, viennent faire un match de rugby, et derrière, ils n'ont pas de douche, ils n'ont pas de vestiaire. Donc remonter dans un bus, avec ayant fait un match, non mais au niveau sanitaire, excusez-moi, mais c'est quand même pas mal non plus, quoi. Donc pour moi, c'est un petit peu n'importe quoi. On évite le coronavirus, mais on se transmet la grippe et on se transmet les rhumes. Voilà. Non, mais certes, il y a ce phénomène, mais il n'y a aucune articulation, aucune harmonisation autour de ces décisions. Grégory, vous voulez intervenir? Oui, juste pour dire, je suis à peu près d'accord avec ce qui a été dit sur la cohérence des mesures, aussi la difficulté à appliquer. On sait adapter, le sport amateur s'est adapté, continue de s'adapter, mais c'est forcément difficile. Moi, je parle de l'exemple du football. Dans mon club de Jouan-en-Josas, voilà, pour pas leur faire de la pub, on a pris la décision... Ils ne sont plus en Coupe de France, d'ailleurs. Non, ça fait très longtemps. On a été éliminé dès le tour de cadrage. C'était même pas le premier tour, c'était le tour de cadrage. C'est le tour juste avant. Non, juste pour dire... Oui, c'est ça. Et juste pour dire que voilà, on s'est adapté, on a pris la décision pendant les vacances de la Toussaint d'avancer les entraînements de 18h à 20h. Vous imaginez bien, vous connaissez nos horaires, Mickaël, qu'aller s'entraîner à 18h, c'est très difficile. Et donc pour le moment, il y a un peu d'incertitude sur la suite de la saison. Est-ce qu'on va pouvoir arriver totalement préparé? On n'est pas des professionnels, donc on n'a pas non plus une forme physique optimale. Est-ce qu'on va pouvoir arriver préparé pour les matchs du dimanche qui se jouent eux à 15h? Donc ça, il n'y a pas de souci pour les jouer. Mais beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions. C'est plus problématique pour la National 2, hein, je le disais, 18h, c'est un peu... Moi, je rejoins le président, ce qu'il a dit, c'est National 2 n'ont pas forcément des budgets de clubs professionnels, donc aller payer un hôtel aux joueurs sur un territoire quand on va se déplacer, c'est pas forcément facile, quoi. C'est ce que me disait le président, notamment. Il demande à ses joueurs de prendre un sandwich le midi quand ils font le déplacement en Bretagne, par exemple. Donc payer un hôtel, c'est un peu compliqué. Donc s'ils demandent déjà de Plus faire des économies sur également. un sandwich, on n'imagine pas pour la chambre d'hôtel. Voilà, c'est un peu compliqué. Stéphane Debizet, alors vous faites du hand fauteuil, vous faites également du basket fauteuil. Ça se passe comment chez vous? Je joue avec le Chénet Versailles au basket. C'est tout simplement annulé. Donc, même club que Bamba C'est-à-dire Sey. pendant les 4 semaines, voire les 2 qui vont suivre, je pense, on n'aura pas d'entraînement. Pareil pour le hand fauteuil. Donc là, c'est complètement à l'arrêt. Oui, c'est plus compliqué pour les gymnases pour l'instant. Oui, c'est ça la problématique. Oui, voilà, oui, on n'a pas les locaux pour faire nos entraînements. En général, c'est le soir. Pour le hand, c'est de 20h à 21h30. Le basket, c'est de 7h30 jusqu'à 8h15. Mais pour revenir de Versailles, c'est très juste pour être à 21h ici. Donc, ils ont préféré annuler tout simplement. Est-ce que c'est fatigant, peut-être, Pierre Chevalier, émotionnellement, peut-être, également, de se dire, il y a un entraînement qui est annulé, un entraînement qui est déplacé, on n'a plus de rythme, en fait, finalement, dans une semaine? C'est plus une question d'incertitude. Je pense que ça ne joue pas sur le moral. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les équipes qui peuvent jouer... Est-ce qu'on perd pas la notion de plaisir, finalement? On perd l'après-match. Au rugby, qu'on connaît bien Jean et moi, c'est effectivement on perd un peu de sel, on perd beaucoup de sel d'ailleurs, Avec on ne fait que jouer au rugby et il n'y a pas de troisième mi-temps, avec modération toujours, bien sûr. Voilà. Donc là, de ce côté-là, on perd la convivialité. On perd une forme de ce qui fait le succès du rugby. Après, je crois qu'il faut malgré tout qu'on mesure notre chance de pouvoir jouer. Certaines équipes sont moins bien lotées que nous, avec justement pas de vestiaire, comme le rappelait Jean. D'autres sports sont encore moins bien lotis que nous pour tous les sports qui sont en intérieur. Vous le rappeliez, la différence, c'est pour tous les sports de gymnase, volley, basket, hand, etc. Dès qu'il y a, c'est une pratique à l'intérieur, il y a une concentration soi-disant plus forte, et donc seuls les sports de plein air peuvent continuer, le golf, le rugby, le foot, le hockey sur gazon, j'en passe et des meilleurs. Mais je crois que de toute façon, dans cette période extrêmement particulière, il faut se raccrocher à ce qu'on a et à ce qu'on peut faire encore. Pour l'instant, on peut encore jouer au rugby, on peut encore jouer au foot. Il y a des conditions contraignantes. On y perd de la convivialité, mais pour l'instant, les saisons peuvent se tenir en espérant qu'elles puissent se terminer.
Grégory? Moi, je suis tout à fait d'accord. On rigole sur la troisième mi-temps, mais moi, je pense qu'elle a vraiment une place primordiale dans certains clubs. On dit que le sport a souvent une vocation sociale. Les clubs de sport, c'est aussi une deuxième famille pour beaucoup. Retirer cette troisième mi-temps, c'est aussi un petit peu compliqué, en plus de la pratique sportive, qui est de plus en plus compliquée aussi. Et j'ajoute aussi que pour les clubs sportifs locaux, c'est aussi une source de revenus non négligeable. Et les petites buvettes, ça peut aussi remplir les caisses pour la saison, pour aider aussi les clubs qui n'ont pas forcément des gros budgets. Donc il y a plusieurs questions qui se posent, plusieurs incertitudes à cause de toutes ces règles gouvernementales. Yann Dujarier, vous êtes d'accord? Bien sûr. Bien sûr que je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup. Je suis venu de toute façon aujourd'hui avec ce seul discours. C'est ça. Je suis désolé, mais on doit nous laisser le droit de pouvoir faire du sport. On va avoir le droit d'aller travailler et donc de pouvoir côtoyer des gens avec des règles sanitaires, mais pourquoi est-ce qu'à partir du moment où le travail est fini, on n'a plus le droit de pouvoir faire du sport, qui en plus, je vais encore donner le même argument, nous rend plus forts face à ce virus. Donc oui, c'est vraiment, pour moi c'est difficile à entendre. Voilà, c'est le mot pour moi, c'est difficile à entendre d'arrêter le sport. Comme ça l'est difficile, on parle du monde du sport parce que c'est le sujet qui nous intéresse aussi, mais pour les restaurateurs et le monde de la culture, tout le monde doit s'adapter. C'est vraiment plusieurs secteurs qui sont mis à mal par ces nouvelles mesures. Oui, il y a une urgence sanitaire, après ça met beaucoup de secteurs quand même en danger. Dernière question sur cette thématique. Est-ce que les championnats sont finalement un petit peu faussés finalement? Moi, je conseille à tous les clubs de prendre un très très bon départ dans le championnat, parce que déjà tous les points qui seront pris ne seront plus à prendre. Et en effet, certains n'ont même pas commencé leur championnat. Certains n'ont pas encore commencé, donc justement, faites un très très bon départ, parce que si ça vient à ne pas être finalisé, peut-être que vous aurez une bonne surprise à l'arrivée, parce que vous aurez bien géré les quelques matchs que vous aurez pu jouer. Donc ils vont avoir une grosse importance. On en parlait au début de cette saison, en septembre, quand on abordait ce sujet-là. C'est surtout un problème de calendrier. C'est-à-dire que de toute façon, ça va être faussé à un moment ou à un autre. C'est quand tous les matchs reportés ne pourront pas se jouer. Là, actuellement, ce qui est difficile à comprendre aussi dans le calendrier du rugby, par exemple, en fédéral, c'est que les premiers matchs reportés de la première ou la deuxième journée ont été reportés à février 2021. Alors qu'il y avait une date de libre pendant le calendrier international, là, pas ce dimanche, le dimanche d'après, donc le dernier dimanche d'octobre et le 1er de novembre. Il y avait cette possibilité de jouer, et en fait non, les matchs sont automatiquement reportés à février 2021. Et plus il va y avoir de matchs reportés, comme ça va être a priori le cas, moins il y aura de place dans le calendrier. Et là, effectivement, il aura fallu prendre un bon départ, parce que ça risque d'être figé comme ça, et certains matchs joués ou traités en péréquation. Jean, vous êtes d'accord? Tout à fait, oui, totalement. Ouais. On est dans l'incertain, on fait au quotidien, quoi. Il faut gagner les matchs dès à présent. Oui, quand on a la chance de pouvoir les jouer, oui, tout à fait. Il faut essayer d'engranger, parce que tout le monde n'a pas la chance aujourd'hui de pouvoir disputer ces matchs. Donc il faut en profiter. On va passer à la prochaine. Stéphane Lebizet. Oui, si le championnat s'était arrêté à la 3e journée, Saint-Etienne était champion de France. C'est dommage. Le thème de ma dernière envolée, Mickaël, je disais quoi? Que le Covid allait être le grand vainqueur de la saison. Pour l'instant, vous n'en êtes pas loin, Grégory. Il est bien placé. Vous êtes meilleur apparemment sur la deuxième envolée, sur la première, sur la Coupe de France. Alors on continue cette page coup de projecteur, on va parler des JO de 2024. Plusieurs communes yvelinoises ont été retenues comme centre de préparation pour les Jeux parisiens. Grégory, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout à fait, elles sont 16 collectivités yvelinoises à avoir été choisies comme centre de préparation pour les Jeux olympiques et Jeux paralympiques de 2024. Une distinction accordée par le comité d'organisation avec le label Terre de Jeux 2024. Alors il y a des disciplines dans les Yvelines, on est concerné par le beach volley, l'équitation, le badminton, le cyclisme sur route, le trampoline. Notamment, les communes de Saint-Quentin en Yvelines accueilleront par exemple les athlètes du judo à Guyancourt, de la gymnastique artistique à Trappes, du handball à Plaisir ou encore du BMX pour la course au Claye-sous-Bois. Dans le concret, ces centres de préparation serviront de lieu de stage pour les sportifs, de base arrière aussi pendant la durée de la compétition. En théorie, les athlètes pourront y venir dès la fin des Jeux olympiques programmés en 2021, et ce jusqu'en 2024. Quand ils veulent. Quand ils veulent, sur le papier.
Alors la question sur cette... sur le papier. Après, question. est-ce qu'ils On va pourront voir. saisir cette opportunité? En tout cas, dans les derniers mois précédant les JO, c'est sûr que ces centres seront utilisés. La question sur cette thématique, les JO de 2024 ont-ils déjà commencé avec cette annonce? Oui ou non? Alors, on fait un petit duel entre vous, Pierre. Vous avez mis un petit peu de temps, Jean. Hein. Je vous mettrai la prochaine fois sur un duel. Pierre et Yann. Pierre, vous commencez? Oui, Pour vous, je oui, pense ça a que commencé. c'est particulièrement dans ces périodes où on parle de sport un petit peu tronqué, des périodes sportives bouleversées par ce virus et l'organisation dont on vient de parler. Je pense que oui, il faut se raccrocher à ces grands événements qui arrivent et à bien les préparer. Évidemment, il y aura toujours une épée de Damoclès et une grosse parenthèse sur la manière dont la saison 2021 va se terminer, 2020-2021. Mais là, à l'horizon 2023 pour la Coupe du Monde de rugby et 2024 pour les JO en France, il n'est pas anodin et il n'est pas inutile de se projeter déjà. Et donc là, de poser les bases des grands travaux d'ailleurs, parce qu'il y a ça aussi. On a la chance en France d'avoir déjà pas mal d'infrastructures existantes, mais il faut en préparer d'autres, et notamment les sites yvelinois en termes de préparation. Les chantiers ont commencé, les municipalités ont commencé à investir. J'ai vu aussi qu'il y avait des salles d'armes pour le judo qui étaient en train d'être construites dans le département. Donc oui, là je pense que la perspective et les pointillés et la montée en puissance vers les JO ont commencé. Yann Dujarier. Moi, je dis non, la course à 2024 n'a pas commencé, tout simplement parce que les JO de 2021 n'ont pas encore eu lieu. Voilà. En effet, si les JO s'étaient déjà déroulés cet été, bien sûr que les athlètes seraient tournés vers 2024. Pour l'instant, Après, le comité parisien suit son programme. Son programme, bien sûr, tout à fait. Mais du coup, dans ces cas-là, ça veut dire que la préparation pour 2024, elle a commencé à partir du moment où Paris a été élu ville haute. Donc, on n'est pas du tout sur le même débat. Là, pour moi, donc voilà, les athlètes sont focus sur 2021 et focus avec quand même une grosse épée de Damoclès et un gros doute sur le déroulement des JO, parce que si on se projette simplement dans juste 6 mois, donc ça veut dire que 6 mois on sera au mois de mars, si la situation sanitaire ne s'est pas grandement améliorée au niveau international, je pense que les Japonais ils vont dire stop, parce que je vais pas faire venir des dizaines ou des centaines de milliers de personnes de partout dans le monde pour venir contaminer tout le monde sur notre petite île. Donc il y a un moment où en effet les questions seront bonnes à se poser au mois de mars-avril, quand les Jeux ont été décalés l'année dernière. Donc c'est vrai que pour l'instant, pour moi, c'est focus sur 2021 et avec cette grosse incertitude de pouvoir y participer ou pas. Stéphane, qui vous a convaincu? Pierre, Yann? Yann, je pense que c'est vrai, il faut déjà faire les Jeux de 2021, ensuite voir pour 2024. Et c'est vrai, il y a toujours cette épée Damoclès qui nous emmerde. Elle nous emmerde, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est pas sûr, on est dans l'incertitude totale. Carton jaune pour vous, Stéphane Mais Deviseur. espérons qu'on en est fini, quoi. Comment? Carton jaune pour vous. Ah bah oui, quand même. Jean a pris des cartons rouges pour moins que ça. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis outré, mais bon. Moi, un langage comme ça. Non, moi, j'ai mis du temps. J'avais mis du temps à répondre, tout simplement parce que je rejoins un peu les deux. C'est pour ça. Parce que pour moi, sportivement, non, puisque Yann l'a dit, les JO n'ont pas eu lieu. Donc, sportivement, pour moi, on ne peut pas être tourné vers 2024. Mais par contre, au niveau de préparation infrastructure, tout ce qui tourne autour de l'événement en France, on y est déjà, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai mis du temps un petit peu à répondre, parce que j'étais vraiment sur les deux cas de figure, quoi. Donc voilà. Grégory.
On ne Non, a mais pas moi- entendu sur le sujet. Moi, j'avais aussi mis un petit panneau rouge. Je suis plutôt d'accord avec Yann sur le côté. Voilà, l'incertitude, c'est de savoir est-ce que ces JO 2021 vont se tenir. Pour l'instant, c'est ça qui est dans toutes les têtes. Il y a ce Covid-19 à battre définitivement, on l'espère. Et ensuite, on pourra se tourner de la meilleure des manières vers ces JO de Paris. Alors, oui, au niveau des villes, c'est vrai, on est content. On attend cet événement avec impatience. Tout commence à se mettre en place. Tout commence à se mettre en place et il faut rappeler quand même qu'il y avait 600 collectivités qui étaient candidates à la base pour obtenir ces centres de préparation. Donc voilà, déjà, c'est acté, c'est déjà une sélection. Elles peuvent se préparer tranquillement, mais attendons au moins que les JO 2021 puissent se tenir. Et d'ailleurs, en parlant pour les athlètes qui pourraient enchaîner les périodes, c'est vrai qu'il va y avoir un gros chamboulement dans les préparations parce que une Olympiade, c'était 4 ans. Ouais. Et entre le Japon et Paris, il n'y aura que 3 ans. C'est-à-dire que l'année... Normalement. C'est-à-dire, oui, mais même si les JO de Tokyo n'ont pas lieu, l'année écoulée, elle sera quand même passée. Et donc, on sera en 2021 et il faudra déjà se tourner sur 2024. Et le problème, c'est quand on sortait d'une préparation, beaucoup d'athlètes qui sortaient d'une préparation olympique faisaient un break ensuite. Prenez un exemple de Teddy Riner, par exemple, qui pendant un an et demi, on ne le voyait nulle part. Je vais prendre l'exemple de Florent Manodou. Florent Manodou, c'est pareil. Il a fait un break après Rio. Notamment du handball. En faisant du handball. Et là, il revient. Et il revient grandement en forme. Et c'est vrai que là, le break ne sera pas possible. Et il faudra tout de suite repartir sur 3 ans à nouveau de préparation. Et ça va être... Alors, Florent Manodou, la question ne se posera pas. Teddy Riner non plus, parce que ils sont trop âgés. Mais des nouveaux qui pourraient suivre ce même type de programmation ne pourront pas le faire. Et en effet, on aura peut-être plus de blessures pendant les 3 années. On aura peut-être aussi une fatigue mentale et morale qui sera plus importante. Et les JO 2024 pourraient être un petit peu différents par rapport à tout ce qu'on a vécu auparavant. Alors, pour être tout à fait complet sur cette thématique, je rappelle que les Yvelines auront plusieurs épreuves olympiques. Il y aura le golf au Golf National, l'équitation à Versailles, le VTT sur la colline d'Elancourt, le cyclisme sur piste au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines et le BMX à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. On passe maintenant à notre page débat. Dans cette page débat, c'est votre rubrique Grégory. Nous l'avons baptisée l'envolée de Grégory. De quoi allez-vous nous parler dans cette envolée ? Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'argent, de flouze, money is money, comme on dit. Alors, plutôt que de parler d'argent, je vais même parler de l'impact que peut avoir l'argent sur le monde du sport. Le dernier exemple en date, forcément, Mediapro, ce groupe sino-espagnol, détenteur de 80% des droits télévisés de la Ligue 1 et de la Ligue 2, qui a poussé le football français au bord de la faillite. On revient sur les faits. En 2018, la Ligue de football professionnel annonce en grande pompe un contrat juteux. Les droits du football hexagonal vendus à plus d'1 milliard d'euros à Canal+, Free et aussi principalement Mediapro qui s'est engagé à verser 814 millions d'euros par saison entre 2020 et 2024. Problème, le 6 octobre dernier, le groupe n'a pas honoré sa tranche de 172 millions d'euros, demandant un report et voulant aussi renégocier à la baisse son contrat, arguant que la crise sanitaire l'avait mis aussi en grande difficulté. Alors le président de Mediapro, dans une conférence de presse, on peut le dire un peu sketch, aujourd'hui, c'est Jaume Roures, a d'ailleurs pris, vous avez apprécié l'accent espagnol, j'espère, a d'ailleurs pris donc la parole, je le disais, dans une conférence de presse aujourd'hui, mercredi 21 octobre, en disant que le projet était maintenu, que la situation allait s'améliorer et aussi demander une adaptation au vu de la crise sanitaire. Alors de l'autre côté, malheureusement, les clubs français se retrouvent en grande difficulté. L'arrêt des championnats et la perte de 300 millions d'euros avaient déjà été un sacré coup dur, mais ils ont tenu bon, ces clubs, ils ont tenu bon et misaient beaucoup sur ce nouveau contrat pour des nouvelles entrées de recettes et aussi pouvoir continuer leur projet d'investissement long et coûteux. Précisons qu'en moyenne, les droits TV, ça représente environ 55% des revenus des clubs professionnels. Alors, dans l'affaire Mediapro, on a vu que ça a conduit le football français au bord de l'implosion. La LFP va être obligé d'emprunter 120 millions d'euros à une banque anglo-saxonne, taux d'intérêt à 5,5% pour sauver ses clubs. C'est une situation, Mickaël, et j'en terminerai par là sur Mediapro, qui aurait pu sans doute être évitée en 2018. La députée des Yvelines, Aurore Berger, avait auditionné les dirigeants du football français à ce sujet. Elle les avait alertés notamment sur le manque de garanties financières apportées par le groupe sino-espagnol, qui a d'ailleurs un précédent similaire avec le championnat d'Italie. Et elle avait pointé du doigt aussi la trop grande dépendance du football aux droits télé autour desquels
lequel le football a construit son économie. Et vous vouliez parler d'un autre exemple dans les Yvelines, Grégory. Oui, alors là, on ne parle pas de droit télé, mais plutôt de sponsoring et de contrats juteux de sponsoring dans le golf. 2018, décidément, c'est une année charnière pour le football, pour le golf aussi. Alors que la France est encore dans l'engouement de la Ryder Cup, qui a été une grande réussite et un sacré coup de projecteur sur la discipline au golf national, le coup près tombe. Il tombe fin octobre. L'Open de France, qui est le plus vieux tournoi du continental, perd son statut de Rolex Series, qui regroupe les compétitions les plus prestigieuses du circuit européen. HNA, le sponsor titre depuis 2017 de l'Open de France de golf, a retiré ses billes alors qu'il était engagé pour un minimum de 3 ans plus 2 années en option. La raison, à l'instar du groupe Mediapro, de graves problèmes financiers auxquels a dû faire face le groupe chinois. Perte de statut donc, perte aussi de dotation qui est passée de 7 millions à 3 millions d'euros, perte aussi de grands noms du golf qui avaient pu se bousculer sur les greens du golf national, notamment Tommy Fleetwood, vainqueur en 2017, Alexander Noren, vainqueur en 2018. L'Open a enfin été déplacé à l'automne. Il s'est tenu l'année dernière au mois d'octobre. C'était triste. C'était assez triste. Du vent, de la pluie. On était à 10 000 lieues des fastes des saisons passées avec le Belge Nicolas Colsaerts. Alors, pour tout le respect que j'ai, avec tout le respect que j'ai pour le golf belge, on est loin de ce qui se faisait dans les années précédentes. Il y avait notamment aucun joueur mondial du top 50 mondial présent sur place, alors qu'en 2018, on rappelle qu'il y avait 3 joueurs dans le top 10 qui étaient présents au golf national. Bref, tout ça pour me questionner. Est-ce que le sport, pour briller, pour survivre aussi, ne dépend-il pas trop des finances ? C'est un peu naïf peut-être comme question, mais je pense qu'on est en droit de se la poser. Pour précision, Nicolas Colsaerts n'avait plus gagné de tournoi depuis 7 ans, Grégory. Tout à fait. Alors la question sur ce thème, est-ce que vous êtes d'accord avec Grégory, tout simplement ? Oui ? Non ? Oui ? Oui ? Oui. Tout le monde est d'accord ? Bon. Yann ? Pourquoi Tout Vous étiez le premier à dégainer. Oui, c'est plus facile par rapport aux petites touches quand on est à la maison. Tout simplement, sans argent, on ne fait absolument rien. Mais donc c'est le nerf de la guerre. On est bien d'accord, mais c'est pas que dans le sport, c'est dans tous les domaines. Vous êtes dans la recherche, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas travailler. Quand vous êtes au travail, quand vous voulez organiser un événement, si on vous dit le budget c'est rien, avec rien vous faites rien. Voilà, on n'est pas des magiciens malheureusement. Donc de toute façon, et bien sûr que en effet l'argent prend une place très importante dans tous les domaines. Maintenant, là, c'est de la dépendance finalement. Ah oui, mais bien sûr. Mais attendez, je vais prendre l'exemple du cyclisme. Une équipe comme la Sky à l'époque avait le plus gros budget du peloton pro. Ils ont gagné X fois le Tour de France. Je crois que c'est, plusieurs fois le Tour de France, 11 de mémoire. Mais ils ont remporté tous les grands tours, avec plus ou moins de réussite dans certains. Mais voilà, à partir du moment où on a l'argent, on est capable. Comme le PSG par exemple également. Alors, le PSG, pour l'instant, ils ont atteint en effet la finale de la Ligue des Champions. Ils n'ont pas encore gagné, mais ça viendra, bien sûr. Manchester City l'a fait. Ils ont pris aussi énormément de temps pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Et finalement... Chelsea. Manchester City aussi, non ? C'est Chelsea. Chelsea. Enfin voilà. Un club anglais. On a des exemples. Voilà, on a des exemples partout. Et dans la Formule 1, c'est pareil. Quand vous avez plus d'argent, vous arrivez à avoir les bateaux. Parce que bientôt, on va parler du Vendée Globe. Et donc les bateaux, c'est pareil. Quand vous avez les meilleurs bateaux, eh bien, en effet, vous allez plus vite. Donc oui, bien sûr que l'argent est moteur dans le sport et dans tous les domaines. Pierre, je vous donnerai la parole ensuite, Jean. Il faut peut-être faire la distinction entre le sport professionnel et le sport amateur. C'est le seul le bémol que j'apporterai à la présentation de Grégory, avec peut-être malgré tout dans les années, depuis quelques années, un nivellement par le haut, avec une extrême dépendance du sport professionnel, des droits télé notamment, et donc des budgets, du sponsoring et des partenaires, et qui commence à rejaillir, à descendre un petit peu dans les équipes de sport amateur. Je pense au football, je pense au rugby aussi, où certains joueurs ont par exemple des emplois qui leur sont trouvés par les clubs. Et c'est quand même déjà commencé à parler un petit peu de finances dans le sport amateur. Et deuxième chose, ce qui m'étonne là-dedans, paradoxalement dans le milieu du sport, c'est qu'on a une différence entre la parole, le contrat
et la réalité. Grégory rappelait les déboires et les atermoiements de Mediapro. C'est quand même incroyable que dans le sport, on ne soit pas capable, alors effectivement il y a des gros enjeux, mais qu'on ne soit pas capable de respecter une parole donnée. Et là, je pense qu'on a dérapé vers justement la toute-puissance des finances dans le sport et justement, on en voit déjà les premières conséquences dommageables. Grégory ? Et ce qu'il faut ajouter sur Mediapro, c'est que peut-être le football français, je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers, dans les instances du football français, mais a été aveuglé peut-être par le juteux contrat, plus d'1 milliard d'euros de la Ligue 1 de droits télé. C'est plus, par exemple, que ce qui se fait en Serie A. En Serie A sur le championnat italien, c'est plus, c'est du jamais vu. La Ligue 1 est quand même plus intéressante que la Ligue. Je suis désolé, pas forcément, mais on pourra en débattre dans une autre émission. Je suis pas d'accord, mais peut-être que les dirigeants du football français ont été aveuglés par ce juteux contrat et ils n'ont pas demandé de garantie financière. Ça, c'est important de le préciser. Mediapro n'a apporté aucune garantie financière avant de verser ses tranches de droits télé. Donc, il y a peut-être aussi eu des erreurs du côté des instances du football français. Ce n'est pas une habitude. Canal, pareil, n'avait pas apporté de garantie financière, ou beIN Sport également. Là, pour le coup, Mediapro, c'est ce que je disais. Attention, n'est pas encore terminé. Il ne faut pas oublier, c'est que ces entreprises vivent aussi un contexte qui n'a jamais eu de précédent. Et c'est l'argument justement de Mediapro. Et voilà. Et en effet, il y a un moment où quand on diffuse pas de match, comment est-ce que vous voulez que moi j'ai les rentrées d'argent puisque vous n'avez pas produit ce que moi je dois vendre. Moi, je vends des matchs que vos clubs doivent faire. Là, les matchs n'ont pas pu être faits, les fins de championnat n'ont pas eu lieu. Comment est-ce que vous voulez que moi, je puisse récupérer l'argent auprès d'annonceurs pour vous le reverser derrière ? Il y a un moment où c'est la réalité du terrain. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui, un restaurateur demande à l'État français, c'est de dire diminuez-nous nos charges parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas recevoir les clients dans les conditions habituelles. Donc il y a un moment où, en effet, on ne peut pas payer la même chose que ce que l'on devait habituellement. Donc, quand je dis que ça aurait pu être évité tout à l'heure, je vais encore parler de football italien, j'en profite dans cette émission d'avoir cette tribune. Italian lover, mais il y a eu un précédent de Mediapro avec le championnat d'Italie, c'était il y a 2 ans, tout était signé, et au moment où la Ligue de football italienne a demandé à Mediapro d'apporter les garanties financières, le groupe sino-espagnol n'a pas été capable de les apporter, et du coup à 2 jours du début du championnat, on s'est retrouvé dans une situation où les contrats ont été rompus, et la Ligue de football italienne a dû trouver en urgence de nouveaux diffuseurs. Donc il y avait quand même des précédents qui pouvaient alerter le football français. Et Aurore Berger, qu'on a entendu... effectivement, député Yvelines qui avait mené une enquête là-dessus. Jean ? Oui. Alors moi, je voulais revenir quand même à la base. Là, on disait que le sport dépend-il de l'argent. Et non seulement il en dépend, moi je rajouterais, parce que je prends l'exemple du rugby, c'est que c'est les sponsors qui font les calendriers. À savoir que moi, quand j'étais jeune, le rugby... Quand il y avait des matchs du tournoi à destination... Il n'y a pas si longtemps que ça, Jean. Oui, comment ? Il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez jeune. Oui, il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps. Non, mais quand il y avait un match du tournoi à destination, il n'y avait pas de journée de championnat en France. Aujourd'hui, vous avez des matchs de l'équipe nationale française qui se déroulent en plein milieu, au même moment que les matchs de national, de fédéral en France. Et même du top 14. Même le top 14 joue pendant la Coupe du Monde. C'est magnifique. Tout ça, pourquoi ? Parce que ce sont pas les fédérations qui décident des calendriers sportifs, mais c'est bien les partenaires, les diffuseurs qui disent voilà, nous on veut que ce match-là, il soit diffusé tel jour à telle heure. Et donc on est plus que dépendants, quoi. On est accrochés, quoi. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident. C'est la monnaie qui dirige le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui ? Vous, Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je suis d'accord avec Jean. J'aurais juste une question à poser à Grégory. Oui. Il paraîtrait aussi que Canal+ songerait à renégocier aussi, puisque Mediapro fait pareil. Je ne sais pas s'il a des infos là-dessus. Effectivement, oui. Maxime Saada, le directeur général. Grégory ne travaille pas chez Mediapro, je tiens à le préciser. Mais Maxime Saada, le directeur général de Canal+, a demandé effectivement à la LFP de traiter tous les diffuseurs à la même enseigne. C'est-à-dire que si la LFP aujourd'hui accepte de renégocier à la baisse le contrat avec Mediapro, il en va de même aussi pour Canal. C'est en tout cas l'égalité de traitement qu'a demandé Canal. J'ajouterais juste que la LFP a signé en justice au tribunal
tribunal de commerce Mediapro pour obliger l'investisseur principal, l'actionnaire principal de Mediapro, qui est un groupe chinois dont le nom m'échappe, je vais regarder ça, mais à payer cette tranche de droits télé, 172 millions d'euros. Pierre Chevalier, on a parlé également de l'exemple d'Achenet pour l'Open de France de golf. Finalement, ce sponsor a peut-être pas tué, mais en tout cas a fortement dégradé ce tournoi qui est l'un des plus vieux tournois C'est le plus vieux du sur continent. le continent européen. Comme quoi, la vie d'un tournoi peut basculer dans un sens comme dans un autre par rapport à un sponsor. Il l'a très certainement blessé. Alors peut-être pas encore mortellement, mais on rajoute à ça un contexte. C'est-à-dire qu'au moment où Achenet retire ses billes, un an et demi trop tôt par rapport à la parole donnée ou au contrat. Et il y avait également 2 années en option en plus. Ouais, en plus, on est dans une période où on est à une charnière pour l'Open de France qui s'était installée depuis juste 2-3 années parmi les Rolex Series, donc les plus beaux plateaux du Tour européen. Juste après aussi la Ryder Cup qui s'est déroulée avec le succès qu'on connaît. Et là, c'est effectivement pour le golf une dépendance sur la partie prize money, c'est-à-dire sur la partie rétribution du top 10, top 20, top 30, et qui fait venir les meilleurs joueurs de la planète, qui sinon, s'ils n'ont pas cet attrait financier, parce qu'il faut en parler comme ça, vont jouer les tournois américains et les tournois du Tour américain qui se déroulent généralement en même temps. Là, c'est la même chose. C'est aussi un problème de calendrier et de télescopage de compétition. Donc oui, quand Achenet a retiré ses billes, alors effectivement, raison invoquée, difficulté de l'avionneur chinois pour pouvoir honorer, faute de trésorerie, ses obligations. Mais au moment où il l'a fait, ça a donné un coup que l'on espère pas fatal pour l'Open de France à Guyancourt. À chaque fois, c'est pour raison économique. Mediapro par rapport au Covid et ce groupe Achenet également par rapport à des soucis financiers dans l'entreprise. Alors, on continue ceci. On parlait sport par du golf, justement. C'est un concept novateur en Europe. Le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines a inauguré ce mercredi 14 octobre un stade d'entraînement de haute performance à destination des futures pépites du golf français et des professionnels. Un outil pour leur permettre de performer. On écoute Pascal Grisot, le futur président de la Fédération française de golf. C'est surtout que c'est une zone qui est d'abord une zone qui a été étudiée spécialement pour la haute performance, c'est-à-dire rencontrer les conditions que nos athlètes vont rencontrer lorsqu'ils jouent des compétitions sur les plus beaux et plus difficiles parcours du monde. Et cette zone a repris, nos athlètes vont pouvoir se retrouver dans les conditions de ces plus grands tournois. Pierre, vous l'avez vu ce nouveau stade de golf ? Alors je l'ai vu en travaux. Je ne l'ai pas vu encore inauguré. Je n'ai pas pu l'essayer. Grand champion de golf que je suis. Mais c'est une très très belle avancée pour le sport professionnel et justement pour nos futurs pousses. Je reprendrai le terme que Pascal Grisot a utilisé sur votre antenne quand vous l'avez interviewé, en disant que désormais les golfeurs français ont une Formule 1 et que maintenant il faut bien former les champions et les conducteurs de demain, et donc les champions de golf pour pouvoir performer et se frotter aux plus grands. Grâce à cet outil-là, ils vont pouvoir s'entraîner et justement progresser de manière plus rapide. Justement, on va l'écouter peut-être. Pascal Grisot, justement, il dit exactement ce que vous venez de dire, mais à sa façon. On va l'écouter. C'est pas parce qu'on a les meilleures infrastructures qu'on a forcément des champions. Si je vous mets dans une Formule 1, je ne suis pas certain que vous soyez capable de rivaliser avec Hamilton. Donc il nous faut de très belles Formule 1 et on vient d'en livrer une, mais il nous faut maintenant les pilotes qui vont pouvoir être capables de conduire cette Formule 1. Très bonne mémoire, Pierre Chevalier. Voilà. Alors, tout simplement... Je suis les résultats de TV78 et les reportages. Je vois ça, c'est pour ça que vous êtes dans l'émission et vous êtes le chouchou des Yvelinois. Alors, le stade de performance, c'est la première pierre d'un projet beaucoup plus large à côté du practice de Loiselet. Un dortoir pouvant accueillir 24 sportifs et 6 staffs sera construit dans les prochains mois. Un plateau performance sera également développé à destination des jeunes avec une école de la préparation physique et du travail technique avec des modélisations du swing. Objectif, mettre la nouvelle génération dans les meilleures conditions. La question sur ce thème, cet équipement va-t-il créer des champions ? Oui ou non ? Vous avez déjà commencé à répondre à la question, Pierre ? Oui. Jean également. Pour vous aussi, Stéphane ?
Peut-être vous, Grégory, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, ce que je voudrais dire, après je laisserai la parole, je ne suis pas un grand spécialiste de golf, donc je ne vais pas pouvoir apporter énormément de choses à ce débat. Moi, ce que je souhaitais dire, c'est qu'on est aussi content quand même dans les Yvelines. On a Clairefontaine pour le football, maintenant on aura peut-être le Clairefontaine du golf. On est sur un territoire où on va former les futures pépites. Il y a le Vélodrome National aussi, bien sûr, pardon Yann, ouf. On y échappe, mais on est sur un territoire des Yvelines qui forme les futurs champions, et ça, je pense qu'on peut que se réjouir dans cette émission qui est consacrée à l'actualité du sport yvelinois. Yann. Oui, c'est difficile de raccrocher au prénom, vous avez réussi, bravo. En effet, quand on me pose la question si ce type d'équipement va former des nouveaux champions, bien sûr. Je vais prendre l'exemple du Vélodrome National. Avant, on n'avait aucun pistard dans les Yvelines. Et grâce au Vélodrome National, on a un jeune du coin qui a pu participer au championnat de France. Je crois qu'il a dû ramener en plus médaille et qu'il a été médaillé au championnat de France. C'était jamais arrivé dans le cyclisme auparavant, tout simplement parce qu'on n'avait pas de structure. Ils sont tous attirés par le Vélodrome National? Je parle pas de Vélodrome National, ça aurait été un vélodrome quel qu'il soit. De toute façon, ça aurait donné l'envie à des personnes proches. Quand vous avez la meilleure structure nationale proche de chez vous, bien sûr que c'est un aspirateur qui est encore plus important. Donc là, le golf qui en plus, et depuis une grosse dizaine d'années, est un sport qui se démocratise. Ce n'est plus un sport de riches pratiqué par les riches. C'est un sport qui est devenu accessible à beaucoup. Si en plus, grâce à ça, grâce à cette, vous avez le meilleur outil dans la région, parce qu'il ne faut pas croire, ça ne va pas drainer que les gens de 50 ans en Yvelines. Là, vous allez avoir des gens qui vont venir de bien plus loin. Le Vélodrome National, moi j'ai des copains qui viennent, déjà des copains qui viennent de Normandie, d'autres qui viennent de Meaux pour pouvoir s'entraîner. Donc là, il va y avoir des gens qui vont se déplacer pour pouvoir utiliser cette structure. Par contre, j'ai cru dans votre reportage que c'était destiné que aux élites, mais finalement c'est plutôt pour les élites. C'est quand même plutôt pour les élites, donc les professionnels, oui. Mais également les jeunes qui ont entre 10 et 18 ans. D'accord. Après, ils partent généralement à l'étranger. Oui, mais peut-être que aussi ce type de structure fera qu'on arrivera à les garder, à les conserver. Donc, et c'est novateur en Europe, ça n'a jamais été fait en Europe. Et donc du coup peut-être que en plus de très bons Français, de très bons jeunes Français, on aura peut-être de très bons jeunes Européens qui viendront. Ça prendra du temps, ça va pas se faire en 2 ans. C'est peut-être quelque chose qui sera plus probable dans une dizaine d'années, quand les entraîneurs qui seront ici auront montré que justement ils savent utiliser cet outil et que grâce à l'outil on peut avoir des performances. Ça prendra quelques années, mais c'est fort probable que ce soit même un outil européen de formation, et pas de détection, on parle bien de formation pour pouvoir obtenir des bons golfeurs. Alors en plus, on a déjà la chance en Europe de toute façon d'avoir de très bons golfeurs, puisque la Ryder Cup on la gagne régulièrement. Voilà. J'ai pas les chiffres. En tout cas la dernière édition. Voilà. Mais donc on arrive à gagner la Ryder Cup. Donc à partir de ce moment-là, si en plus on peut former des jeunes, tant mieux. Et si c'est à côté de chez nous, top. Pierre Chevalier. On avait une équation à 3 inconnus au départ pour le golf professionnel et notamment pour nos jeunes pousses. La première, Yann l'a rappelé, c'est le développement du golf depuis quelques années, où on a une activité qui est en plein essor parce que c'est une activité verte et c'est une activité qui peut se pratiquer à plusieurs et qui peut se pratiquer assez tard dans la vie. La deuxième, c'est qu'on a une grosse progression post-Covid. Le golf a été la première activité qui a pu reprendre le 11 mai après le confinement, justement par ces garanties de pouvoir avoir la distanciation. Dieu sait qu'au golf, généralement, même en partie de 3, on ne fait pas tout le temps le parcours côte à côte. On va un petit peu dans les bois, dans les obstacles d'eau. Il n'y a pas forcément de troisième mi-temps également. Voilà, donc ça c'est garanti. Rugby, la troisième inconnue au départ, c'est qu'il y avait quand même déjà quelques surfaces d'entraînement existantes. Je pense au golf de Mionnet qui avait avec le Golf Flower une structure d'entraînement absolument unique, qui est toujours la seule en France. Alors maintenant la deuxième après les travaux du Golf National. Les équipes boys d'ailleurs s'y entraînaient à Mionnet. On a aussi à Terre Blanche aussi avec une European Tour Vieux New où des joueurs professionnels français et européens venaient s'entraîner. Donc là, je pense que c'est là aussi après cette équation une solution de cohérence
Comme le rappelait Grégory aussi, on a Clairefontaine pour le foot, on a Marcoussis pour le rugby, et désormais le golf national devait se doter de ce type de structure, certes plutôt pour les bons joueurs et pour l'élite, mais vu le positionnement et que c'est le golf de la fédération et l'accessibilité de ce site-là, ça va profiter à tous les joueurs français, mais d'abord aux futurs grandes et aux futurs grands joueurs du circuit européen. En tout cas, c'est ce qu'on va souhaiter. Grégory, justement, les Français ne brillent pas forcément, on peut le dire, sur le circuit. Non, pas forcément, même si, Mickaël, il y a peut-être un petit rayon de soleil. Je vais vous expliquer. Alors, il faut aller jusqu'à la 37e place mondiale pour trouver le premier Français, c'est Victor Pérez, qui a fait tout de même une belle progression au mois d'octobre. Lui qui était au début du mois d'octobre 53e, mais c'est le seul Français présent dans le top 100. Mike Lorenzo Vera vient d'être éjecté des 100 premiers joueurs lors de la dernière mise à jour du classement. Il est désormais 103e. Suivent ensuite Romain Langasque 109e, Benjamin Hébert qui est lui 122e, Paul Barjon 179e, et après il faut aller au-delà de la 200e place pour trouver des joueurs français. Citons par exemple Alexander Lévy qui lui erre à une 450e place mondiale. Le petit rayon de soleil, c'est Victor Dubuisson, 303e mondial certes, mais qui enregistre une belle progression, lui qui n'avait pas joué pendant de longs mois, et sur les 6 tournois qu'il a joué cette année, il a terminé à 2 reprises dans le top 10, une 9e place par exemple lors du dernier Scottish Open. Victor Dubuisson, on le rappelle, qu'on a envie de voir revenir, qui a été jusqu'à 15e mondial. C'est le meilleur classement dans l'histoire pour un golfeur français. Jean, très rapidement, en quelques secondes, est-ce que vous êtes d'accord avec Grégory? Oui, tout le monde, je suis d'accord avec il est italien, je suis d'accord avec lui, on ne sait jamais. Oui, pas de souci, il est bien ce petit. Merci. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de la légende du golf Tiger Woods. Quand vous avez un but véritable dans la vie, travailler dur n'est plus une option, c'est une nécessité. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78. Ciao.